Voilà, bonjour à toutes et à tous. Et je vous souhaite une cordiale bienvenue pour ce webinaire qui sera dédié à un sujet qui concerne beaucoup d'entreprises, toutes même pour ne pas dire, le télétravail transfrontalier franco-suisse. L'objectif de ce webinaire, c'est de faire un petit point sur l'impact des nouveaux accords, les nouvelles pratiques, et puis finalement de bien comprendre et d'identifier ce qui change pour les employeurs et les employés. Pour ce faire, nous allons évoquer pendant 1 heure ces différents points avec nos experts Mazar, hein, avec qui on a le plaisir d'organiser cette séquence, comme ce fut le cas d'ailleurs au mois de mars. Et j'ai le plaisir de compter sur la présence de Déborah Joie, Muriel Kamerman, Erika Albert, Florian Rodriguez et Vanessa Calderoni, qui vont se succéder pour vous présenter les différents points d'attention et répondre aussi à vos questions en fin de ce webinaire, puisque nous prendrons un temps, hein, comme d'habitude, pour les traiter. Vous avez la possibilité de les adresser tout au long de la séquence avec la fonctionnalité Q&R. Donc voilà, n'hésitez pas, certaines pourront être potentiellement traitées pendant le webinaire, et dans tous les cas, nous prendrons un petit quart d'heure en fin de webinaire pour les traiter au maximum. Voilà. Je ne vais pas faire plus long en introduction. J'ai désormais le plaisir de laisser la parole à Vanessa Calderoni pour débuter cette séquence. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent webinaire. Bonjour à tous. Alors, mes collègues et moi sommes enchantés d'être là avec vous ce matin pour échanger sur le cas du télétravail entre la France et la Suisse. Avant de commencer, on veut remercier bien sûr Pierre-Marie pour l'organisation et la CCI pour nous avoir donné l'opportunité d'intervenir ce matin auprès de vous. Vous avez là sous les yeux l'agenda en fait qu'on vous propose pour cet échange ce matin. On va déjà revenir un peu sur le contexte et les définitions, ce qui est nécessaire parce qu'on entend beaucoup de mots et finalement on se demande un peu quels mots sont appropriés à la situation réelle du télétravail. On va ensuite faire un focus sur la partie sécurité sociale. On enchaînera ensuite sur une partie plus générale de fiscalité, en commençant d'abord par la fiscalité personnelle, avec l'explication qu'on a eue des autorités françaises et suisses de l'interprétation qu'on devait avoir de l'accord amiable. Et ensuite, on continuera avec la fiscalité des sociétés et les impacts que peut avoir le télétravail sur la fiscalité des sociétés. Ensuite, nous aurons une petite conclusion et surtout, nous serons à votre disposition pour une session de questions-réponses. Voilà. Tout au long, effectivement, comme indiqué par Pierre-Marie, on sait que vous allez poser des questions. On essayera de traiter les questions qui sont nécessaires à la bonne compréhension tout au long. Et par contre, des questions plus spécifiques ou des questions sous forme d'exemple seront plutôt relayées à la fin pour pas non plus trop compliquer en fait la compréhension tout au long de l'intervention. Donc, l'idée tout d'abord, effectivement, c'est de remettre un petit peu le contexte de l'intervention d'aujourd'hui, puisque effectivement, on se trouve dans le cas où on a un salarié qui est résident français, qui a un employeur suisse et pour lequel va se poser la question du télétravail. Volontairement, ce matin, on va focuser plus spécifiquement sur la sécurité sociale, puisque là, on a une nouveauté en matière de sécurité sociale avec effectivement la signature de l'accord dérogatoire qui prend la suite en fait de l'accord, enfin des accords successifs Covid, on va le dire comme ça. Et puis, on va aussi derrière faire un focus plus spécifique sur la fiscalité, avec notamment l'explication donnée par les autorités des deux pays sur l'interprétation qu'on doit avoir de l'accord amiable qui a été signé en décembre 2022. Volontairement, on ne parlera pas de la partie droit du travail, parce qu'effectivement, il fallait qu'on puisse traiter les cas qui étaient importants dans le temps imparti. Donc, effectivement, ça ne fait pas l'objet de notre intervention ce jour. Sur peut-être un petit préambule sur quelques mots, quelques définitions, puisque effectivement, on peut entendre en fait dans notre activité et probablement dans les vôtres aussi, beaucoup de mots différents utilisés. Finalement, est-ce que c'est pour la même définition ou pas? On entend bien sûr le télétravail. Le télétravail, on comprend à peu près tous, je pense qu'on a une définition qui est à peu près commune à tous, c'est-à-dire le télétravail, je reste chez moi et je travaille, ce qui s'assimile un peu au home office, en tout cas dans notre interprétation à nous. Par contre, on peut entendre aussi un autre mot qui est remote working. Là, pour le coup, remote working, c'est finalement, en tout cas dans ma définition, et je serais curieuse de partager, mais une situation un petit peu différente finalement de celle du télétravail, puisque c'est quelqu'un qui pourrait être amené à travailler depuis un tout autre pays que son pays de résidence finalement, mais qui effectivement ne serait pas dans les locaux de son employeur.
Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous a remis ici, dans ce slide, finalement, les définitions réelles qui sont données par chacun des accords et chacun des textes dont on va parler, puisque effectivement, on avait des définitions en fait sur cette notion de télétravail. Alors, pas vraiment dans les textes d'origine, mais dans l'accord dérogatoire en matière de sécurité sociale et dans l'accord amiable en matière de fiscalité. Et ce qui est intéressant, si on lit un petit peu ces deux définitions, c'est que finalement, ces deux définitions semblent ne pas avoir tout à fait le même paramètre. Et notamment, si on lit la définition du télétravail dans l'accord dérogatoire en matière de sécurité sociale, j'entends, on voit qu'effectivement, bon, la définition est classique, hein, toute activité dont l'exercice est indépendant d'une localisation spécifique et qui requiert une connexion numérique, etc. Quand on lit cette définition comme ça, finalement, on se dit, mais est-ce que ça vise vraiment que le cas strict du télétravail tel que je l'ai défini préalablement, ou est-ce qu'un quelqu'un en remote working peut rentrer en fait dans ce dispositif? Donc finalement, alors que dans la définition qui est donnée en matière de fiscalité, on parle bien du pays de résidence versus le pays d'emploi, donc on est extrêmement limitatif. La réalité, c'est qu'en sécurité sociale, on est également assez limitatif et on vise vraiment le cas spécifique des télétravailleurs à l'exclusion du cas du remote working, puisque dans le champ d'application, dans les précisions qui ont été données en fait sur cet accord dérogatoire et dans le champ d'application, on verra qu'effectivement, on a une notion de télétravail transfrontalier habituel qui, de ce fait, exclut la logique de remote working. Ça, on verra un peu plus tard avec Erika quand elle interviendra sur la partie sécurité sociale. En tout cas, à titre d'introduction, voilà ce qu'on voulait vous dire et puis on va attaquer directement la partie sécurité sociale avec Erika. Merci beaucoup. Donc effectivement, sur la partie sécurité sociale, le point sur lequel on va intervenir plus particulièrement, c'est la détermination de la législation applicable. On vous a remis sur le slide que vous voyez les règles applicables et les grands principes du règlement européen sur la coordination des différents systèmes de sécurité sociale. Comme vous le savez peut-être, un premier point de vigilance, c'est que le règlement européen ne concerne pas les ressortissants d'États tiers. Donc attention, tout ce qui va être dit par la suite ne concerne que vos salariés qui sont ressortissants européens. Les ressortissants d'États tiers ne sont pas visés et d'autres règles pourraient s'appliquer à eux. Le principe en matière de sécurité sociale et avec le règlement, c'est qu'on ne peut cotiser que dans un seul État, même si on exerce une activité professionnelle sur le territoire de plusieurs États membres. On est affilié dans le pays d'exercice. Quand on réalise une activité professionnelle sur au moins le territoire de 2 États membres, à ce moment-là, on vient appliquer le principe sur les règles de pluriactivité. D'accord? La pluriactivité, c'est vraiment quand j'ai un salarié qui va venir travailler sur le territoire de 2 États membres, y compris la Suisse. OK? Le principe, c'est que normalement, je dois cotiser dans mon état de résidence si et seulement si j'y exerce une activité substantielle. Une activité substantielle, c'est une activité qui va représenter au moins 25% de mon temps de travail. Donc, si vous avez un salarié qui travaille au moins 25% de son temps de travail sur le territoire français, en sachant qu'il est employé par une entité suisse, c'est à la France que je suis censée verser des cotisations et où je dois affilier mon salarié. Cette situation de pluriactivité, elle est applicable, peu importe que mon salarié soit sous une situation de télétravail ou qu'il ait des déplacements professionnels sur le territoire de son état de résidence. On voit ici que si on ne veut pas changer la législation applicable, de facto, les employeurs sont obligés de limiter le temps de travail sur le pays de résidence, en règle générale, 1 jour par semaine, ce qui peut être compliqué à gérer en termes de gestion du personnel et d'autorisation du télétravail. L'Europe en avait bien conscience. Néanmoins, c'est très difficile de s'entendre et de changer un règlement européen. Donc, il a été trouvé un moyen pour pouvoir changer ces règles en matière de télétravail. On vous a remis juste un petit schéma sur l'application de l'article 13 et de la pluriactivité, où on voit bien ici que si je télétravaille moins de 25% de mon temps de travail en France, je continue à cotiser en Suisse. Par contre, si je télétravaille
au moins 25% de mon temps de travail en France, à ce moment-là, je change le pays compétent et je suis censée cotiser du côté français. Donc, comme je vous le disais précédemment, les États membres ont eu des difficultés à s'entendre pour changer le règlement. Donc, on a contourné cette difficulté et l'Europe a mis en place ce qu'on appelle un accord cadre dérogatoire. Tous les États qui sont signataires de cet accord cadre, c'est le cas de la France et c'est le cas de la Suisse, ont la possibilité de contourner cette règle de la pluriactivité et de changer un petit peu les références. Attention, cet accord cadre vise bien uniquement les situations de télétravail pour les salariés. D'accord? Ça ne vise pas, par exemple, les indépendants. L'idée ici, c'est de permettre d'augmenter le seuil de travail dans l'état de résidence sans changer la législation applicable. On ne vient plus se référer à cette notion de 25%, mais maintenant, on vient se référer à une notion de 50%, ce qui permet aux salariés de télétravailler dans son état de résidence beaucoup plus longtemps, sur une marge de manœuvre beaucoup plus importante, sans changer la législation applicable. Qui signifie aussi, alors, ici, que finalement, vous pouvez avoir un salarié qui va travailler 2 jours par semaine en France en télétravail, la semaine suivante, 3 jours, la semaine suivante, on revient à 1 jour pour avoir cette notion de 50% maximum de télétravail dans l'état de résidence, sans changer la législation applicable, c'est-à-dire en continuant à cotiser en Suisse, pays de situation de l'employeur. Attention, petit point de vigilance, la législation applicable, ce n'est pas quelque chose qui se présuppose. En tant qu'employeur, vous avez une démarche à réaliser. Avec l'accord du salarié, il faut solliciter l'accord dérogatoire, il faut solliciter en fait cette autorisation de télétravail sur le territoire français dans cette limite de 50%. Et ici, donc on vous a remis un petit schéma qui est exactement finalement le même que celui que je vous ai présenté tout à l'heure sur la partie pluriactivité, mais où on voit que la limite de télétravail a bien évolué, puisque si je télétravaille moins de 50% dans mon état de résidence, le pays compétent sera bien la Suisse. Si je télétravaille au moins 50% de mon temps de travail en France, à ce moment-là, je suis obligée de cotiser en France, plus du tout en Suisse, ce qui nécessite, comme vous le savez, une immatriculation de la société suisse en France et vraiment avec tout le package de cotisations sociales françaises qu'en général on veut éviter, c'est-à-dire environ 25% de charges pour la part salariale et environ entre 45 et 50% de charges pour la part patronale. Après, ce qui est important aussi, c'est finalement de savoir en fait ce que les autorités vont accepter comme validant cette logique de télétravail. Pourquoi? Parce que les autorités françaises, par exemple, ont déjà dit, et ça revient un petit peu au préambule que j'avais fait, que finalement, le télétravail devait être défini comme quelque chose de habituel. Ça veut dire que dans le cadre du contrôle de ces situations de télétravail, pour vérifier qu'on est bien dans le cadre des conditions de l'accord dérogatoire et qu'on ne doit pas en fait automatiquement rebasculer sur l'article 13 qui est l'article de principe qu'a évoqué Erika préalablement, les autorités sont fondées à faire des contrôles et à vérifier les conditions. Et parmi les conditions qu'elles peuvent contrôler, bien sûr c'est la durée dont on a parlé, ça c'est une évidence, et finalement c'est cette logique de télétravail habituel. Et cette logique de télétravail habituel, en fait, la France considérera que cette logique est remplie si on est en capacité de fournir aux autorités dans le cadre d'un contrôle, notamment un accord entre l'employeur et le salarié, par exemple dans le cadre d'un avenant, ou alors tout document signé mis en place au niveau de l'entreprise sur un accord collectif, une charte employeur qui prévoit cette logique de télétravail et qui donne en fait ses conditions et ses limites. D'accord? À partir du moment où on sera avec ces éléments-là, ce sera
un faisceau d'indices pour la France pour considérer qu'on est réellement dans la définition du télétravail telle que posée par l'accord cadre multilatéral et qu'on est bien fondé, sous réserve de respecter la durée maximum, à demander justement le non-changement du pays d'affiliation. Si on n'est pas capable d'avoir ces documents, et on insiste un peu sur le support documentaire parce que c'est extrêmement important, si vous n'avez pas ces documents dans le cadre d'un contrôle, les autorités vont considérer que on doit, même si vous avez fait les démarches, parce que les documents ne vont pas être contrôlés au moment des démarches forcément, les autorités vont considérer qu'effectivement, vous auriez dû être dans l'article 13 et par conséquent, si vous êtes sur une durée supérieure à 25%, les autorités françaises pourraient demander le paiement des cotisations françaises auprès effectivement de l'employeur suisse pour le salarié qui aura excédé, enfin qui aura été dans la période entre 25 et 50%. Donc ces conditions de forme sont quand même extrêmement importantes pour s'assurer en fait de la validité de la mise en place de l'accord cadre dans le cadre du télétravail de vos salariés. Bonjour. De mon côté, je vous propose d'aborder le sujet fiscal. Le sujet fiscal, il est un peu plus récent que le sujet social. Non, il n'est pas un peu plus récent, pardon. Il est un peu plus ancien que le sujet social, étant donné que les accords qui concernent le télétravail ont été discutés déjà fin décembre 2022 afin de trouver une méthode pérenne pour appliquer un pourcentage ou une autorisation des salariés à travailler dans leur lieu de résidence. J'essaie de changer le slide. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est de vous rappeler quelques principes. Quand un salarié qui travaille dans deux États différents, on doit d'abord définir quel est le pays, entre le pays d'emploi et le pays de résidence, qui aurait le droit d'imposer la rémunération de ce salarié si celui-ci travaille dans deux États différents. Donc, le salaire imposable dans l'État où l'activité est réalisée peut être parfois imposé à la fois dans le lieu de résidence ou dans le lieu d'emploi si l'employé réalise cette activité dans les deux États. Il y a une exception à ce principe de répartition de l'imposition du revenu et qui est prévue dans la convention de double imposition, c'est si l'employé exécute une mission qu'on appelle une mission temporaire. Elle est prévue, cette mission temporaire, dans le cadre de notre convention de double imposition. Et afin d'éviter cette double imposition, on a eu trois conditions qui sont cumulatives, qui empêcheraient cette double imposition et qui vont définir si le pays de résidence continue à être le pays qui a le droit d'imposer la rémunération de notre collaborateur. La première des conditions, c'est la durée. On entend très, très souvent parler des 183 jours de travail à l'extérieur de son pays de résidence, donc en mission temporaire. La deuxième des conditions, ça sera qui va s'assurer du paiement du salaire, quelle est l'entité qui s'assurera du paiement du salaire. Et la troisième des conditions, c'est est-ce qu'il y aura une recharge ou est-ce que l'entité dans laquelle le travailleur à l'étranger réalise son activité professionnelle va recharger les coûts de cette rémunération à l'entité qui détache, enfin qui envoie le travailleur dans l'autre pays. Ces trois conditions sont cumulées et si une d'entre elles n'est pas respectée, on va basculer sur une allocation en fait, des revenus et chaque pays va pouvoir imposer sa partie sur la rémunération réalisée dans son État. Comme exemple, on essaie d'illustrer cette situation par un exemple. On a un employé qui va partir, qui est résident fiscal en Suisse, qui doit partir travailler sur un projet de 3 mois en France. Son employeur continue de lui verser entièrement sa rémunération, son salaire, et la société pour laquelle il travaille sur le territoire français ne recharge pas le coût de cette rémunération à l'entité suisse, donc à l'employeur suisse. Dans ce cas-là, on a nos trois conditions qui sont cumulées. Il ne travaille pas plus que 183 jours en France. Les charges de rémunération sont entièrement suisses, pas de recharge de coûts. Donc cet employé qui est résident fiscal en Suisse va payer l'impôt sur l'entier de cette rémunération dans son pays de résidence en Suisse, et cela même s'il travaille dans l'autre pays, à savoir la France. Ça, c'est l'exception qui est prévue dans les conditions des conventions de double imposition.
On a un autre principe qui est ce qu'on appelle l'accord frontalier. 8 cantons de Suisse ont signé un accord avec la France qui prévoit que le salaire, dans ce cas-là, est imposable que dans le pays de résidence du contribuable, enfin du salarié, même si celui-ci a un employeur en Suisse. Par exemple, si on part d'un résident fiscal français qui aurait un employeur suisse et qui travaille dans un des cantons qui est conventionné, comme le canton de Vaud, par exemple, celui-ci va payer son impôt en totalité sur sa rémunération en France. Il y a toutefois des conditions à cet accord frontalier. Ces conditions sont le retour journalier au lieu de résidence, qu'il n'y ait pas plus que 45 jours de travail dans un autre État, et en plus de ça, que le trajet que prend l'employé pour se rendre sur son lieu de travail ne soit pas de plus de 3 heures quand on comprend l'aller et retour. Ça, ce sont les principes de l'accord frontalier. Maintenant, nous allons parler des accords pour le télétravail, puisqu'on est maintenant sur le principe du télétravail, c'est celui qu'on veut aborder aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que ces accords ont été mis en place? Le télétravail s'est beaucoup démocratisé, on l'a vu pendant la pandémie, mais il a fallu mettre des guides quant à la durée, les autorisations, afin de ne pas modifier l'imposition des travailleurs parce qu'ils travaillent dans leur pays de résidence et dans un autre pays que leur pays d'emploi. Un pourcentage a été mis en place de tolérance de ce télétravail. Ce pourcentage est de l'ordre de 40%. Ce qui veut dire que notre employé, il peut travailler à hauteur de 40% dans son lieu de résidence, alors que son employeur se trouve dans l'autre État, à savoir la Suisse. On peut considérer, si on veut avoir une idée du nombre de jours que cela représente, c'est l'équivalent pour un temps de travail à taux plein, donc à 100% de taux d'activité, ça représente 2 jours de travail par semaine au maximum, nos 40%. À cela a été ajouté et est compris dans cet accord du télétravail 10 jours de mission temporaire. Donc, ces missions temporaires, elles peuvent être exercées par notre salarié dans son état de résidence ou dans un autre état, un état tiers. Et c'est à hauteur, donc de 10 jours, et sous réserve de ne pas dépasser la limite des 40%. J'y reviendrai quand on va aller plus à fond dans un exemple. Si on revient à nos accords frontaliers, il y a des points très, très spécifiques à souligner dans ces accords. C'est que les missions temporaires, dans le cadre de l'accord frontalier, donc ces accords qui ont été signés avec ces 8 cantons suisses et qui prévoient, je le rappelle, que le salarié il est imposé dans son lieu de résidence sur son salaire, ces missions temporaires exercées dans un pays de résidence, et je parle bien du pays de résidence et pas du pays tiers, ne peuvent pas excéder 10 jours, même si l'employé n'a pas travaillé à son domicile plus ou jusqu'à 40%. Je m'explique. Si votre employé travaille 15 jours en mission temporaire, ça veut dire à l'extérieur de son domicile, mais dans son pays de résidence, en France dans ce cas, il va casser cette clause d'accord frontalier et ne sera plus considéré comme un frontalier. Le deuxième point qui est important dans le cadre des accords frontaliers, c'est les 45 jours par année. Donc, les missions temporaires exercées dans un État tiers qui bénéficie de cet accord, la tolérance, reste à 45 jours maximum de travail dans un État tiers. Donc ça, ce sont des paramètres, en fait, où on réalise qu'on ne peut pas parler uniquement de 40%. On doit aussi prendre en considération les missions temporaires, qu'elles soient exercées dans le pays de résidence ou dans des États tiers. On va maintenant j'essaie d'avancer, désolée, j'ai un souci. Ah. Désolée. J'essaie d'aller sur l'arborescence.
Mais l'autre, voilà, désolée. Je vais essayer d'illustrer ça par des questions, en fait, de manière à déterminer qui aura le droit finalement d'imposer ou si on va modifier la méthode d'imposition du salarié. On va partir sur le premier cas, c'est un salarié français qui n'est pas soumis au régime des frontaliers. Donc, mon salarié français, il a toujours son employeur suisse et il décide de télétravailler à son domicile en France. Première question, si mon salarié travaille plus que 40% à son domicile en France, qu'est-ce qu'il va se passer pour lui? Dans ce cas-là, on va appliquer la convention de double imposition qui a été évoquée précédemment. Et il sera imposé à la fois en France et en Suisse en répartissant les jours de travail. Donc, la Suisse va imposer les jours de travail en Suisse à la source et notre employé français, il va être imposé sur le reste de ses jours dans son pays de résidence par le biais de sa déclaration d'impôt. Qu'est-ce qui se passe maintenant si ce même salarié travaille jusqu'à 40%, au moins 40% ou moins à son domicile? Qu'est-ce qui va se passer avec ces fameux 10 jours de mission temporaire qui seraient réalisés dans des États tiers ou dans son pays de résidence? Il va rester imposable en Suisse sur cette portion-là des 40%, pour autant qu'il y ait dans les 40% inclus les 10 jours de mission temporaire. Donc, pas plus que, dans la totalité, 40% comprenant ces fameux 10 jours de mission temporaire. Le reste, s'il excède 10 jours de mission temporaire, va être imposable en France. Donc, encore une fois là, on a affaire à des notions de jours de travail en dehors de son lieu de domicile, comme évoqué par Vanessa. Le télétravail en revient vraiment à une notion de « je travaille chez moi ». Le reste de l'activité professionnelle exercée en dehors de son domicile est considéré comme des missions temporaires et les administrations des deux pays respectifs se sont mis d'accord pour les quantifier et avoir une tolérance maximum. Mais ces jours de mission temporaire sont intégrés dans le calcul de nos fameux 40% dans le cadre du télétravail. Ça, c'est dans le cas 1. Pardon, Muriel. Et finalement, pour rebondir sur ce que dit Muriel, on peut aussi, puisque la répartition du droit d'imposition pour tous les jours de mission en dehors de Suisse existe déjà aujourd'hui et existait avant l'application de l'accord spécifique lié au télétravail. Donc, finalement, cette partie-là ne change pas. Peut-être que le seul avantage, c'est ce qu'évoquait Muriel, hein, c'est finalement de se dire, si je sais que je suis en télétravail inférieur à 40%, là où j'ai un avantage par rapport à la situation précédente, c'est que finalement, j'ai 10 jours de mission que je peux assimiler à des jours de télétravail et que je peux passer sans transfert du droit d'imposition. Alors qu'avant, normalement, cette flexibilité n'existait pas. Donc ça, c'est quelque chose effectivement d'un petit peu spécifique, cette assimilation des jours de mission à la définition même de jours de télétravail, même si on sait que ces jours de mission sont vraiment des jours où l'activité faite par le salarié est une activité différente de celle qu'on définit comme étant celle du télétravail. D'accord? Mais malgré tout, on se rend compte qu'avec cette flexibilité, pour quelqu'un qui atteindrait les 40% en télétravail, on n'a pas de flexibilité. Mais pour quelqu'un qui serait un peu en deçà sur la période complète de l'année, effectivement, on pourrait réintégrer dedans des jours de mission et donc pas avoir de transfert de droit d'imposition automatique sur ces jours de mission, ce que normalement, en application stricte de la règle jusqu'à présent, on n'avait pas. Merci Vanessa. Où on un peu la situation, c'est dans le cadre des accords frontaliers. Pourquoi? Parce que ces fameux 10 jours de mission dans le pays de résidence ont vraiment un impact très considérable dans le cadre du calcul des fameux 40%. Donc, on repart toujours avec notre situation de notre salarié qui a un employeur suisse, mais qui travaille à son lieu de domicile. Qu'est-ce qui va se passer dans le cadre des accords frontaliers si cette personne travaille à plus de 40% à son domicile? Il va casser cet accord frontalier et il va du coup basculer à une imposition de répartition des jours de travail imposables dans son pays de résidence et dans son pays d'emploi. Ça, c'est la situation, je dirais, la plus claire. Dans le cadre d'une activité qui rejoint le 40% ou qui atteint les 40% ou moins, on doit prêter attention aux 10 jours de travail et les missions de travail en France de 10 jours.
Si elles sont supérieures à 10 jours, donc si on travaille plus de 10 jours en mission temporaire dans son pays de résidence, on casse aussi également cet accord frontalier et on rebascule à l'application de la convention de double imposition, ça veut dire répartition de l'imposition des revenus. Maintenant, dans le cas où on n'a pas atteint, enfin, quels seraient les 10 jours de mission et comment ils vont être impactés? On va tout d'abord les intégrer dans le calcul des 40%, mais même si le 40% n'est pas atteint, d'avoir travaillé encore une fois plus que 10 jours va nous faire basculer et casser l'accord frontalier. Si par contre la personne, elle ne travaille pas à plus de 40%, qu'il n'y a pas de mission temporaire, bien entendu, elle va rester imposée selon les accords frontaliers à son pays de résidence. Mais quand on est en dessous des 10 jours, on va devoir encore regarder les fameux 45 jours, qui est le troisième paramètre que l'État va considérer pour décider qui a le droit d'imposer et comment sera imposé notre salarié. Donc, si on est en dessous de ces fameux 45 jours, l'accord frontalier s'applique et la personne va rester imposée à son lieu de résidence. Si on passe les 45 jours, on va du coup basculer et l'accord ne sera plus applicable, l'accord frontalier ne sera plus applicable et on va basculer sur l'application de la convention de double imposition et la répartition de l'imposition des revenus dans les deux pays, Suisse et France. Donc, ce que nous, on recommande fortement, c'est le suivi, comme l'a dit exactement pour le volet social Vanessa et Erika, l'ont dit Vanessa et Erika, c'est vraiment le suivi de l'employé sur ses jours de travail de manière à s'assurer qu'il ne bascule pas ou alors qu'il bascule, mais de prendre acte de ce changement d'imposition et de prendre en considération les démarches nécessaires pour l'imposition par le biais de l'imposition à la source pour l'employeur en Suisse ou le dépôt de la déclaration du côté français et bien d'appliquer les bonnes répartitions dans le cadre de ces impositions. Donc, le suivi de l'employé est crucial dans le cadre de ses déplacements, dans le cadre de ses missions et dans le cadre de son télétravail, à savoir du télétravail dans le cadre de son domicile. Alors, peut-être, Muriel, excuse-moi, je me permets, il y a une question concernant les 10 jours de mission par an. Donc, il y a deux questions en réalité sur ces missions temporaires. C'est finalement d'obtenir la confirmation qu'on est bien sur 10 jours de mission par an. Effectivement, c'est bien la limite qui est fixée dans le cadre de cet accord, c'est 10 jours de mission par an. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit consécutif. Ce qui est prévu dans l'accord, ce sont 10 jours de mission par an. Oui, moi j'en ai terminé pour la partie fiscale. Merci, merci Muriel. Je vais prendre le relais. Donc, toujours sur la partie fiscale, mais cette fois, on va parler d'un autre niveau. On va s'intéresser au niveau de l'employeur, donc de l'entreprise, avec la notion d'établissement stable, qui est une notion, un concept de fiscalité des entreprises. Alors, c'est une notion qui est implémentée à la fois en droit français et en droit interne suisse, de manière plus ou moins proche, avec certainement des différences, mais surtout, c'est une notion qui est commune aux deux États dans le cadre de la convention fiscale bilatérale, donc entre la France et la Suisse. C'est une notion en fait qui est inclue dans la quasi-intégralité des conventions et qui en fait vise à répondre à la question de savoir si la présence d'une entreprise dans un autre État, par l'intermédiaire de salariés, par l'intermédiaire d'agents, et de manière générale, sa présence est de nature à créer en fait des obligations fiscales dans cet autre État. Donc c'est en ça que va s'intéresser à la question de l'établissement stable. Alors cette notion, elle se matérialise en réalité par deux critères alternatifs. Ce sera soit l'un, soit l'autre, parfois les deux, qui vont caractériser un tel établissement stable. Donc le premier, c'est la création d'une installation fixe d'affaires. En fait, c'est généralement la présence de manière durable de personnel de l'entreprise dans l'autre État, et ce, de manière physique, donc c'est-à-dire dans un lieu, dans un bureau, dans des locaux, sur un chantier, etc. Et donc se pose dans ce cadre la question du télétravail au domicile du salarié, dans cet autre État. Et le deuxième critère,
c'est le critère de l'agent dépendant. Et celui-ci, il est plus qualitatif. On va s'intéresser à la fonction. En fait, c'est une approche plus fonctionnelle et c'est une approche plus de savoir si l'entreprise exerce par l'intermédiaire de personnes un pouvoir de contracter, de réaliser de conclure des deals, de conclure des marchés, de conclure des contrats ou de négocier des contrats avec des clients dans l'autre État. Donc, quand on a dit ça, la question du jour, donc c'est le télétravail. Il faut s'interroger sur le fait de savoir si un télétravailleur est susceptible de créer soit une installation fixe, soit un agent dépendant dans l'entreprise. Et s'interroger sur les conséquences que ça va avoir pour l'entreprise dans le siège et dans l'autre État. Donc dans ce contexte, le télétravailleur, sur le premier critère de l'installation fixe, il est chez lui, il est domicilié, il est ancré physiquement à son domicile. Et il faut savoir que du coup, il n'y a pas énormément de positionnement de l'administration fiscale, en tout cas française, là-dessus. Et en réalité, les critères objectifs sont susceptibles d'être remplis s'il y a une certaine permanence de ce télétravail. Le critère généralement utilisé en pratique, c'est une présence de 6 mois. C'est une présence de 6 mois sur 12 qui est susceptible de créer un tel établissement stable. Alors après, en pratique, l'administration fiscale française est plus ou moins sévère, plus ou moins tolérante au regard de ce que va faire le salarié, le télétravailleur en France. Si ses fonctions sont assez limitées, s'il n'y a pas de clientèle en France de la société suisse, si ce salarié n'a pas de pouvoir particulier d'engager, ce n'est pas un commercial, il ne va pas conclure des contrats, il ne va pas négocier des contrats, le risque en pratique est assez limité. Mais en tout cas, il n'y a pas aujourd'hui, noir sur blanc, de doctrine ou de jurisprudence qui écarte l'application de ce concept. Donc, il faudra être vigilant. Et le deuxième critère, c'est l'agent dépendant. Là, on va s'intéresser au rôle joué par le télétravailleur. Typiquement, si c'est un commercial, si c'est un dirigeant aussi, en tout cas, si c'est quelqu'un qui a une fonction clé dans l'entreprise et qui a vocation à conclure des contrats et à créer de la valeur de manière significative pour l'entreprise, clairement, le critère de l'agent dépendant, sur lequel on ne va pas revenir dans le détail aujourd'hui, mais est susceptible d'être rempli. Et dans un tel cas, donc on voulait attirer votre attention sur ce risque. Dans un tel cas, quelles sont les conséquences? Du point de vue français, si on caractérise un établissement stable en France, ça signifie que l'entreprise suisse, elle va avoir une partie de son résultat qui va devoir être fiscalisée en France. Donc ça signifie faire une comptabilité partielle, faire des déclarations fiscales françaises, sous les normes françaises. Ça signifie évidemment corrélativement en Suisse, c'est l'objet justement de la convention fiscale bilatérale entre les États, d'éviter la double imposition. C'est qu'en Suisse, corrélativement, ce qui est alloué à la France, c'est théoriquement exonéré. Encore faut-il, là on parle de quoi? On parle de quantum. Encore faut-il que les deux États s'accordent sur ce qui est effectivement alloué à la France. Et ça, c'est toute une problématique en pratique. C'est la problématique des prix de transfert, que représente la valeur de ce salarié, que mettre dans ce bilan français, que enlever du bilan suisse. Donc tout ça, ce sont des problématiques qui sont créées par la constatation d'un établissement stable qu'il faut anticiper. Et on veut également attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas laisser ces situations sans anticipation, parce que la création d'établissements stables, comme on l'a dit, ça crée les obligations fiscales. Et si l'administration fiscale française, par exemple, on n'a pas fait ce reporting, on n'a pas déclaré le résultat allouable à la France, eh bien, ça peut être extrêmement douloureux avec des pénalités très élevées. En France, c'est un des chefs de pénalité les plus élevés, avec 80% en cas d'activité occulte. Ça peut aller même plus loin dans certains cas. Donc, il est très important de montrer patte blanche quand on estime qu'on a créé un établissement stable en France et de faire les démarches. C'est pour ça qu'on a mis dans l'encart en bas du slide, bien anticiper, analyser le risque en amont, faire un audit de ce risque, voir comment ce sera traité en France, quoi allouer à la France éventuellement. Est-ce que l'approche est réciproque et symétrique avec les autorités fiscales suisses? Voilà, donc tout ça, c'est des éléments qu'on voulait porter à votre connaissance, puisqu'ils découlent directement du télétravail. Et cette fois, donc, ça concerne plutôt l'entreprise.
Merci Florian. Donc effectivement, Florian nous a expliqué comment ça fonctionne, on va dire, la reconnaissance du télétravail et le risque, on va dire, d'établissement stable que la France pourrait reconnaître pour des télétravailleurs qui travaillent depuis la France pour des employeurs suisses. Ici, on a voulu faire un petit excursus, j'ai envie de dire, sur comment la Suisse elle-même, finalement, perçoit le télétravailleur suisse pour un employeur suisse. Je pense qu'on est nombreux derrière cet écran à peut-être même nous écouter depuis chez vous. Vous avez peut-être un employeur suisse, ou vous avez peut-être, vous, en tant qu'employeur, passablement de salariés qui se sont habitués avec le temps à travailler depuis chez eux. Et peut-être ce que vous venez d'entendre de la part de Florian vous pose légitimement la question de savoir, mais est-ce que la Suisse, finalement, pourrait considérer que le salon ou le bureau de chacun d'entre nous pourrait être constitutif d'un établissement stable au sein même de notre pays? Alors, la question ici, effectivement, a été tranchée, on va dire, de façon assez vive, je dirais, assez claire, heureusement d'ailleurs, par une circulaire qui a été établie dernièrement et qui parle justement de ces problématiques-là. Alors tout d'abord, ce qui est intéressant de noter, Vanessa nous parlait des différentes définitions, des différents mots finalement qu'on utilise pour qualifier le télétravail, le remote working, enfin bref, toutes ces notions. Ici, très clairement, dans ce que je veux aborder avec vous, on parle vraiment le fait de travailler depuis un endroit, on va dire, qui n'est pas dans les locaux de l'employeur et qui est généralement finalement un espace de vie privée. Alors sans qualifier ça de domicile, ça pourrait aussi être votre résidence secondaire dans les montagnes ou éventuellement un autre lieu de villégiature. Mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas sous le contrôle de l'employeur. Donc, on reprend finalement ici aussi les définitions que Florian nous a présentées tout à l'heure. On reparle finalement d'installation fixe et permanente. Alors, effectivement, sur le principe, on a cette notion fixe et permanente. A priori, on ne déménage pas toutes et tous tous les 6 mois. Donc, a priori, on va se retrouver régulièrement finalement dans un lieu qui est le même. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait partir du principe que c'est effectivement rempli. Maintenant, la question qui peut se poser par contre, c'est que en fait, ce lieu n'est pas sous le contrôle de l'employeur. Donc, l'employeur n'a pas accès à votre domicile. C'est pas lui qui décide comment c'est agencé, comment c'est organisé. Et donc, selon finalement la commission qui a établi cette circulaire, le critère d'installation fixe et permanente n'est pas rempli dans ce cas. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième partie, on va dire, de l'analyse, c'est effectivement de se poser la question si le travail qui est effectué depuis cette installation fixe et permanente est ce qu'on appelle qualitativement et quantitativement important. Alors là aussi, le tribunal fédéral a édicté des règles qui sont très, très claires et je dirais là, pour le coup, on est sur quelque chose d'extrêmement pragmatique. L'idée qui est derrière tout ça, c'est de dire on ne souhaite pas finalement que la base imposable d'une société soit complètement émiettée si on devait commencer à considérer que chaque bureau d'employés suisses qui travaillent depuis chez soi ou son salon devienne finalement un établissement stable d'une entreprise. Donc, on s'en sortirait plus d'un point de vue administratif, d'un point de vue perception, etc. Donc là, le tribunal fédéral donne clairement la règle. On essaye vraiment de limiter, on va dire, la reconnaissance de l'établissement stable. Ce qui nous ramène finalement à cette notion de qualitativement et quantitativement important. Alors peut-être certains d'entre vous ont des employés ou eux-mêmes travaillent, je dirais, à 100% depuis leur domicile, mais c'est vrai que la plupart d'entre nous, on va faire 1, 2, peut-être 3 jours de télétravail. Donc en fait, on se rend compte que même si on prend un employé, en fait, ça représente même pas un temps plein. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on nous rappelle aussi que l'analyse de l'établissement stable doit se faire, on va dire, lieu par lieu, donc a priori, employé par employé. Donc c'est pas parce que vous avez éventuellement une quinzaine de salariés qui habitent Lausanne, qui font du télétravail, peut-être même à 100%, qu'on se retrouve, on va dire, avec une quantité suffisante, car en fait, on va devoir analyser les 15 personnes différentes, puisqu'elles ne travaillent pas toutes, a priori, dans le même lieu à ce moment-là. Donc, on a bien 15 petits établissements stables à analyser. Donc, à partir de là, on se retrouve clairement dans une situation que le tribunal fédéral ne trouve pas souhaitable.
estime finalement que les deux critères, tant qualitatifs que quantitatifs, ne sont pas remplis en l'occurrence. Donc je dirais ça, c'est vraiment une excellente nouvelle, on va dire au niveau de la Suisse, hein, donc vraiment j'insiste là-dessus, on est vraiment sur de l'intercantonal ou de l'intercommunal, au niveau de la Suisse. Si vous avez un employeur suisse, que vous avez des employés suisses qui travaillent, en télétravail, en home office depuis la Suisse, à ce moment-là, le risque, on va dire, de reconnaissance d'un établissement stable devient extrêmement limité, voire inexistant, puisqu'il va se relayer uniquement, on va dire, au niveau des sociétés de petite taille, donc vraiment sur des PME qui ont peut-être 1, 2, 3 salariés, voire éventuellement les structures, comme on peut en voir certaines qui sont, on va dire, totalement remote, hein, donc on n'a plus de bureau, on n'a pas de base fixe à quelque part et chaque employé travaille finalement depuis chez lui. Donc ça pourrait éventuellement être une exception. L'autre exception, je l'ai dit, c'est les petites structures et là aussi, faire attention peut-être si vous avez une société avec un employé dirigeant, on va dire unique, avec une fonction de direction extrêmement forte, qui travaillerait en télétravail depuis un autre lieu que celui où se trouve la société. Là aussi, on pourrait éventuellement avoir ce genre de questions. Mais de nouveau, j'insiste sur le principe général. Si on a une société bien établie, avec un nombre important de salariés, avec des cadres dirigeants variés, le télétravail ne représente pas un risque en Suisse en matière d'établissement stable. Alors ça évidemment, c'est intéressant de le remarquer, notamment par rapport à ce que Florian nous a dit tout à l'heure, et j'en arrive, on va dire, gentiment mais sûrement à la conclusion de ce webinaire. C'est que finalement, tant au niveau local, on aimerait rester sur des solutions très pragmatiques pour éviter finalement de multiplier les notions d'établissement stable, autant on constate que finalement, au niveau international, on n'y est pas du tout. Et j'ai encore fait une petite recherche. L'Allemagne a une approche similaire, on va dire, au niveau interne, l'Espagne aussi. Mais par contre, dès qu'il s'agit finalement de se mettre d'accord au niveau international, qu'on a des sociétés qui sont dans un pays avec des travailleurs, frontaliers ou pas, qui peuvent être en télétravail ou en mission permanente à l'étranger, tout d'un coup, ces notions d'établissement stable deviennent assez logiquement, évidemment, importantes et le côté, on va dire, pragmatique de l'analyse se perd un peu. Donc, on verra évidemment ce qui va se passer. Vous l'avez constaté avec cette présentation-là, finalement, on peut en ordre dispersé, on va dire, sur les différents sujets qui interagissent, on va dire, avec la mobilité internationale des employés. On a parlé sécurité sociale, on comprend qu'il y a un certain nombre de taux et de pourcentages qui s'appliquent en fonction des situations. On a parlé fiscalité du revenu, il y a un certain nombre de taux qui s'appliquent, mais comme par hasard, c'est pas vraiment les mêmes. La logique qui est derrière, c'est pas la même. Les critères qui finalement permettent d'allouer les éléments de nouveau sont différents. On se rend compte que sur la notion d'établissement stable, comme on l'a vu en fin de présentation, là aussi les critères sont différents. Les notions qui sont utilisées restent celles qui régissaient, on va dire, la fiscalité avant le Covid, hein. C'est quand même ça qui est extrêmement important de le mentionner. On travaille, on va dire, avec des notions aujourd'hui ou des habitudes qui ont pris le dessus après le Covid, mais qui doivent être finalement appréhendées avec des règles qui, elles, pour la plupart, et sous réserve de celles qu'on vous a présentées aujourd'hui, restent finalement celles d'un monde relativement rigide, peu flexible, peu mobile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des grosses attentes, j'imagine aussi de votre côté, en tant qu'employeur, en tant qu'employé, qui bénéficient ou qui souhaitent bénéficier de cette flexibilité-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ces notions-là posent de gros problèmes, puisque vous êtes là, j'imagine que vous vous en êtes bien rendu compte. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si on peut vous être utile pour résoudre ces problèmes-là. Je pense que c'est vraiment très important d'être très au clair, peut-être pas tant sur la partie, on va dire, technique de la chose, mais de votre côté, en tant qu'employeur ou en tant qu'employé, de bien avoir, on va dire, ces différentes notions à l'esprit pour que vous puissiez finalement, je dirais de façon malheureusement un peu procédurale, les traiter l'une après l'autre, sans parler, comme tu l'as dit Vanessa au début de la présentation, on n'a pas abordé les problématiques d'immigration, on n'a pas parlé des problématiques de droit du travail. Donc vous pouvez imaginer que si on rajoute tout ça, on va dire, à la liste, comme on dit chez nous, on n'est pas sorti de l'auberge, mais je pense qu'on espère, en tout cas avec mes collègues, vous avoir été utile aujourd'hui, de vous avoir amené en tout cas quelques éclairages sur les nouveautés telles qu'elles existent aujourd'hui, on va dire, entre la Suisse et la France. Et évidemment, on est volontiers à votre disposition pour répondre aux questions que vous auriez encore.
Un grand merci, Déborah, et un grand merci à tous les intervenants qui sont succédés et qui sont prêtés à l'exercice. C'était une présentation très claire et très synthétique, hein. L'exercice de style a été respecté, je pense, en 3/4 d'heure. Et il est temps désormais, effectivement, de prendre quelques questions. Alors, on en a déjà un certain nombre qui ont été adressées dans la box Q&R, hein, dans laquelle on vous invitait, justement, chers participants, à adresser toutes vos interrogations. Et je vais commencer par une première concernant alors un cas assez spécifique, certaines entreprises peuvent avoir un siège en Suisse, mais aussi au Luxembourg, et donc des travailleurs frontaliers aux 2 endroits. Pourriez-vous confirmer que les employés frontaliers travaillant au Luxembourg peuvent aussi faire 2 jours de télétravail par semaine sans impact social ni fiscal? Pardon. Alors, du coup, on avait vu cette question, donc on présume que c'est. On a peut-être une petite question concernant ça. Si on présume, disons-le comme ça, si on présume qu'on a des frontaliers qui sont des frontaliers Suisse-France et Luxembourg-France, du coup, du côté français, on va répondre. Effectivement, on a le Luxembourg, tout comme la Suisse et la France, a signé effectivement l'accord dérogatoire en matière de sécurité sociale. Donc, les règles qu'on a évoquées par rapport à cette logique de maximum 50% s'appliquent en fait dans les relations franco-luxembourgeoises, tout comme elles s'appliquent dans les relations franco-suisses. Donc là, c'est quelque part, le terme est peut-être malheureux, mais il est clair, du copier-coller, pour faire simple. Quand on est sur la partie impôt sur le revenu, là, pour le coup, on a un accord spécifique entre la France et la Suisse qui prévoit ce qu'on a expliqué là avec une logique de 40% plus les fameux 10 jours, plus le cas spécifique des frontaliers au sens de l'accord 83. Quand on est avec le Luxembourg, entre la France et le Luxembourg, j'entends, là, on est sur un dispositif spécifique franco-luxembourgeois et il y a effectivement une possibilité de télétravail, mais avec les propres conditions de cet accord-là, qui sont des conditions d'un maximum de 34 jours. Voilà. Donc, il faut se référer à l'accord correspondant et pour le coup, on n'est pas tout à fait sur la même situation. Bon, la réponse est en miroir, hein, du côté de la Suisse. Là aussi, on va dire l'accord que tu as mentionné, Vanessa, pour la partie fiscale ne s'applique finalement que à la relation franco-suisse. À ce jour-là, on n'a pas d'accord particulier avec le Luxembourg. Donc, c'est vraiment les règles standards qui vont s'appliquer. Bon, je pense que la question illustre de nouveau très bien ce qu'on disait en conclusion, c'est-à-dire qu'il y a à boire et à manger en fonction des situations, en fonction des quadratures ou des triangulations ou que sais-je que vous allez avoir avec les différents pays. Donc, c'est vraiment très, très important de chaque fois bien poser les cas sur la table pour être sûr qu'on comprend bien quel est l'état de résidence, quel est l'employeur, quelle est la structure qui est appliquée, le nombre de jours qui sont passés dans les différents États et qu'on puisse finalement passer au crible chacune de ces situations. Très bien. On a une autre question. Mon salarié attaché à une société suisse résident en France fait-il des missions temporaires au Maroc? Fait des missions temporaires au Maroc, pardon. Qu'en est-il? Alors, donc le salarié, alors donc il est résident de France, effectivement, il est attaché à votre société suisse, il fait des missions temporaires. Ce qu'on a dit en préambule, c'est qu'il y avait une définition extrêmement précise en fait du télétravail. D'accord? Le télétravail, c'est finalement faire la même chose que ce que je fais si je suis au bureau en Suisse, pour simplifier, hein, mais je le fais depuis chez moi, schématiquement. Donc là, ce salarié-là, je ne suis pas tout à fait sûre qu'on soit dans cette logique avec le Maroc, hein, de rentrer dans la définition liée en fait au télétravail. Donc, c'est une première interrogation, j'ai envie de dire de mon côté. Enfin, spontanément, c'est comme ça. Mes collègues, n'hésitez pas. Mais en tout cas, là j'ai une première interrogation à ce niveau-là. Donc voilà. Peut-être juste Oui. pour la partie sécurité sociale, le Maroc ne faisant pas partie de l'Union européenne, il est certain que toutes les règles qu'on a exposées précédemment ne sont pas applicables. D'autant plus que je ne sais pas quelle est la nationalité du salarié, mais encore une fois, s'il n'est pas ressortissant d'un pays de l'Union européenne, les dispositions qu'on a expliquées ne sont pas applicables. Et là, au cas particulier, s'il travaille sur le territoire marocain, à ce moment-là, il faudrait regarder l'accord bilatéral France-Maroc, Suisse-Maroc, en matière de sécurité sociale pour savoir si on a des possibilités de ne pas payer des charges sociales au Maroc. Mais par principe, en sécurité sociale, on est censé cotiser dans l'État dans lequel on travaille.
Et sous réserve qu'ils remplissent toutes les conditions pour bénéficier de tous les accords, les jours de mission au Maroc pourraient rentrer, entre guillemets, dans la logique de télétravail à hauteur de maximum 10 jours, hein, puisqu'on a quand même cette flexibilité de 10 jours sur lequel on assimile ces jours de mission au télétravail. Mais effectivement, est-ce que ça suffit ou pas à le couvrir pour ne pas changer en fait, le pays qui a le droit d'imposition? Si c'est moins de 10 jours et qu'il remplit les conditions et qu'il est éligible au bénéfice des différents accords, ça peut marcher. S'il ne remplit pas les conditions ou que c'est plus de 10 jours, pour la partie qui excède, ça ne marchera pas. Voilà. Merci beaucoup. Que se passe-t-il quand l'employé a plusieurs employeurs, par exemple en France et en Suisse? Est-ce que l'employeur suisse va devoir payer les charges françaises si l'employeur représente plus de 75% de son temps de travail ou de son revenu? Erika, peut-être tu veux prendre? Alors, vas-y. Donc, on a plusieurs employeurs, hein, dans le cas que vous avez évoqué. Exactement, oui. En France et en Suisse. Employeurs. Donc, tu veux répondre, Erika? Oui, pardon. Oui. Si on a plusieurs employeurs, il faut savoir dans quel pays ils sont situés. Si, par exemple, j'ai 2 employeurs, que les 2 sont situés en Suisse, à ce moment-là, je peux éventuellement avoir l'application de l'accord dérogatoire en matière de sécurité sociale. Bien entendu, dans la limite maximum, il ne faut pas que je dépasse faut pas que j'atteigne les 50%, les 2 activités cumulées. Si par contre j'ai un employeur en Suisse, un employeur en Allemagne et que je veux télétravailler en France, l'accord dérogatoire qu'on a présenté précédemment n'est pas applicable. Les conditions d'application sont très limitatives et je ne peux appliquer cet accord dérogatoire que si j'ai un ou des employeurs dans un seul et même État membre et que je télétravaille dans mon pays de résidence, État membre signataire. Merci beaucoup. Une autre question. Au niveau impôt sur le revenu, vous dites qu'au-delà de 40% de télétravail et 10 jours de mission, l'employé sera imposé dans son pays de résidence. Qu'en est-il des salariés employés dans le canton de Vaud qui payent déjà leurs impôts en France? Donc, en fait, dans le cadre d'un accord frontalier, le principe, c'est d'être imposé totalement dans son pays de résidence. Maintenant, si on n'a plus le bénéfice de cet accord frontalier et qu'on a travaillé à plus de 40% dans le pays de résidence, ça veut dire la France, on casse cet accord frontalier et du coup, on revient à un système d'imposition qui est régi par la Convention de double imposition, ce qui amènera la Suisse à imposer à la source ces jours de travail réalisés en Suisse et à la France d'imposer tout le reste des jours de travail, donc pays de résidence, les jours travaillés en pays de résidence et les jours travaillés dans des États tiers. Ça veut dire qu'on casse l'accord et donc ce principe d'être imposé uniquement dans son pays de résidence ne sera plus applicable si on travaille à plus de 40% chez soi. Et pour compléter ce que dit Muriel, effectivement, on casse effectivement l'accord, donc on sort complètement de cette dérogation spécifique. Hein. Et la seule situation dans laquelle on revient sur l'application de la Convention, à garder en tête que dans la Convention, on va avoir cette définition spécifique du télétravail. Donc, si toutefois on rentre sous les critères requis, parce que là, vous avez dit 40% et 10 jours. Donc, 40% et 10 jours, pour nous, ça ne rentre pas dans la définition du télétravail, on est trop. Mais si on a effectivement, si on arrive à rester sous les 40% de télétravail, là, effectivement, on revient finalement dans le schéma, qui est le schéma du cas 1 que vous a présenté Muriel. En fait, c'est en ça qu'on dit quand l'accord est cassé et qu'il est inapplicable, c'est ce schéma qui va s'appliquer puisque ce schéma prévoit le dispositif conventionnel qui vise le cas du télétravail. Donc, c'est important que vous ayez ça en tête. Et donc, effectivement, on a une répartition et selon le cas, soit j'excède, soit j'excède pas. Et selon le cas, on a un traitement différencié. Merci beaucoup. Quel formulaire doit-on remplir pour déclarer un employé respectant le principe inférieur à 40% d'activité en télétravail? Ça sera le formulaire, mais ça c'est pour la sécurité sociale. Sinon, au niveau de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas de formulaire à remplir. Hein. C'est d'entente avec l'employeur. Donc, ça peut être, comme l'a expliqué Vanessa, par le biais d'un addendum au contrat de travail, dans le règlement d'entreprise, de mettre les guides de la tolérance de ces jours de travail,
avec une explication vraiment adéquate à l'employé des impacts, hein, ça c'est très important, le calendrier de voyage, mais en dehors de la sécurité sociale pour laquelle peut-être Erika veut expliquer le formulaire nécessaire, il n'y a pas de formulaire au niveau fiscal à remplir, à compléter, mais c'est vraiment le suivi de ses jours de travail et le suivi de l'employé et de l'employeur, de son employé, de savoir où il travaille en fait, par le calendrier de voyage. Le formulaire en matière de sécurité sociale à obtenir, c'est le formulaire A1. Donc, qui est vraiment le formulaire détermination de la législation applicable et qu'on va retrouver dans les cas de détachement ou de pluriactivité ou d'accord dérogatoire, typiquement l'accord qu'on a présenté précédemment. Parfait, merci pour cette précision. On va prendre quelques dernières questions, hein, puisque le temps imparti est déjà écoulé. Quels sont les risques en cas de non-respect des accords et comment ce non-respect peut-il être identifié par les autorités? Et ça, je pense, c'est une question qui se pose énormément. Peut-être me permettre d'intervenir du côté suisse. Nous recevons maintenant très, très régulièrement des demandes de renseignements de la part des administrations fiscales. L'administration fiscale qui est face à un employé qui travaille en dehors de son état d'emploi, en fait, doit remplir ce fameux calendrier. L'employeur doit l'attester en le timbrant et en le signant. Ça veut dire qu'il atteste de la localisation des jours de travail réalisés par son employé dans les différents pays. Au niveau suisse. Au niveau français, je ne sais pas. Alors, au niveau français, c'est beaucoup plus artistique, le côté français en général. Hein, voilà. Donc, en toute honnêteté, mais je ne vous apprends rien, je crois. Donc, du côté français, effectivement, quand on a des demandes, donc, comme l'a très justement dit Muriel, hein, on n'a rien, quand on fait la déclaration, on fait sa déclaration en conscience et on la fait comme on pense devoir la faire. On n'a pas de document de support à joindre à cette déclaration. Si on a effectivement des demandes sur la partie fiscale, là, effectivement, en fonction de la typologie de demande, on donnera les documents appropriés. Donc, ça peut être effectivement un calendrier, une attestation faite par l'employeur qui attestera des jours passés en France, des jours passés hors de France, etc. Après, il faut quand même garder en tête ce qu'on s'est dit précédemment, c'est que quand on est dans la logique sécurité sociale de l'accord de télétravail, on va effectivement, pour bénéficier en fait de la présomption qu'on est dans les conditions, il nous faut avoir un document contractuel ou une charte de télétravail ou un document employeur qui précise en fait cette possibilité du télétravail. Ça peut être aussi un élément qu'on va donner à l'appui en fait du contrôle fiscal en disant vous voyez ça existe et moi je suis dans ces conditions-là. Enfin voilà. Après il n'y a pas de cas type, j'ai envie de dire, sur ce type de demande. Ça dépend un petit peu de la façon dont c'est formulé. Et aujourd'hui, du côté français, on n'a pas d'instruction spécifique sur les documents que va attendre au niveau fiscal l'administration française. Du côté suisse, je rajoute une précision, il n'y a rien non plus à joindre au niveau de la déclaration d'impôt, ne serait-ce que pour l'application, par exemple, des déductions de professionnels, hein, comme les transports ou ce genre de choses. C'est l'employé lui-même, en remplissant sa déclaration d'impôt, qui doit indiquer le nombre de jours télétravaillés. Et après, c'est l'administration, en fait, qui revient par le biais d'une demande de renseignement complémentaire. Merci beaucoup. On va prendre une toute dernière question avant de clôturer cette séquence. Un employé qui fait déjà 40% de télétravail, peut-il faire plus de 10 jours de mission voyage professionnel à l'étranger? Alors, il peut. Enfin, il n'y a aucun problème. Techniquement, il peut. Après, c'est quelles sont les conséquences en fait de cette situation. Donc, comme il est déjà au maximum du quota des 40%, on ne pourra rentrer aucun jour de mission dans ce quota de télétravail. Ça veut dire que tous les jours de mission seront effectivement assimilés à des jours de mission. Et donc, si on reprend, je me permets, hein, le slide qui a été présenté, excusez-moi, ce sera peut-être plus simple pour l'explication. Alors, c'est tout petit quand je prends la main, je m'excuse, dites-moi stop, ça doit être celui-ci. Voilà. Si on prend le slide qui a été présenté et que vous avez sous les yeux, effectivement, ça veut dire que finalement, quand je n'atteins pas mes 40%, je peux rajouter quelques jours de mission jusqu'à maximum 10 jours.
Et en les rajoutant les 10 jours, je peux encore être en deçà de 40%, mais de toute façon, je ne peux pas rajouter plus de jours. Et ces fameux jours de mission maximum 10 jours rentrent dans les modalités d'imposition du télétravail, c'est-à-dire dans le cas que vous avez sous les yeux, reste imposable en Suisse. D'accord? Pour les jours supplémentaires, et dans notre exemple, finalement, j'atteins déjà mon quota de 40% uniquement avec mon télétravail, les jours de mission viennent en plus de cela. Ces jours de mission-là donc rentrent pas dans l'exception du télétravail et donc il n'y a pas d'imposition en Suisse dessus, mais ce sera effectivement une imposition en France sur les jours de mission passés effectivement ailleurs. Donc là, c'est Espagne, Italie, France, sachant que la spécificité, en fait, derrière, il y a un autre effet qui n'est pas très agréable, mais en France, finalement, comment seront imposés ces jours? C'est là où, effectivement, ce n'est pas forcément évident, parce qu'on a deux modes d'imposition en France, vous vous rappelez, on a un mode qui est l'acompte et on a un mode qui est le prélèvement à la source. Techniquement, pour tous les jours de mission qui sont des jours de mission hors de France, on sera effectivement sur de l'acompte. Pour, normalement, du paiement d'impôts français via l'acompte, pour tous les jours de mission qui sont des jours de mission en France, donc qui ne rentrent pas dans la spécificité du télétravail, et là, on a un petit point qui n'est pas agréable, puisqu'on serait effectivement sur un mode de paiement de l'impôt français via du prélèvement à la source. Et prélèvement à la source dit c'est la responsabilité de l'employeur étranger de faire le prélèvement à la source. Voilà. Donc, c'est un petit peu la spécificité du sujet. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions et ces éclairages. Je vous propose de clôturer et en tout cas pour les personnes qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, vous aurez les contacts de nos intervenants, de nos experts du jour pour continuer les échanges. Ces contacts, ils sont affichés à l'écran, mais vous recevrez également par email dans une communication qui suivra ce webinaire. Je tiens une nouvelle fois à remercier vivement Vanessa Calderoni, Erika Albert, Déborah Joie, Muriel Kamerman et Florian Rodriguez pour leur disponibilité et pour avoir partagé leur expertise et leurs conseils pendant cette heure ensemble. Je vais conclure rapidement en vous listant notre traditionnel slide de nos prochains événements. Vous voyez, ils sont nombreux encore d'ici la fin d'année et tout n'est pas encore à l'écran, mais vous recevez, j'imagine, toutes et tous nos multiples newsletters pour vous rester informés de ces prochaines manifestations. À noter toutefois, voilà, les cocktails de fin d'année, puisqu'on est bientôt sur la toute fin d'année. Donc, l'occasion pour nous de pouvoir célébrer ensemble différentes réalisations, accomplissements de l'année, puis voilà, anticiper aussi les espoirs de l'année à venir. Je vous invite à noter le 4 décembre, 11 décembre à Zurich et 12 à Genève. Voilà, c'est les 3 dates de nos cocktails, donc balois, zurichois et genevois. Pour le reste, ça s'affiche à l'écran. Je vous remercie encore pour votre participation et votre disponibilité et je vous donne rendez-vous donc sur ces prochaines manifestations. Excellente fin de journée à toutes et tous.